Bonjour tout le monde. Cette vidéo-là, c'est pour faire une introduction. C'est la première vidéo que je fais. Moi, j'ai le trouble de personnalité limite, borderline. Depuis 2 ans, je suis diagnostiquée officiellement par un psychiatre. Donc, moi, j'ai décidé de faire cette vidéo-là, cette vidéo-là et les autres qui vont suivre, pour m'aider moi-même à mieux gérer mon trouble. Puis parce que j'aimerais ça pouvoir en aider d'autres. J'aimerais ça pouvoir aider ceux qui le sont déjà, qui savent qu'ils le sont. Ceux qui savent pas encore qu'ils sont borderline, mais qui ont l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas avec eux. Puis aussi pour ceux qui vivent avec une personne qui est borderline. Parce que ces personnes-là aussi ont besoin d'informations, ont besoin de savoir. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est comme un peu un survol de c'est quoi être borderline. Je sais qu'il y a comme 150 000 vidéos là-dessus sur Internet, mais je voulais faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la liste de critères qui déterminent si tu es borderline ou non. En fait, c'est une liste qui est utilisée en psychiatrie pour déterminer si le patient est borderline ou non. C'est une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 critères à regarder. Pour être diagnostiqué avec le trouble de personnalité limite, il faut avoir au moins 5 de ces critères-là. Donc, pour ma part, je les ai tous, mais ça veut pas dire que si vous en avez juste 5, que vous êtes pas borderline, vous pouvez l'être quand même. Donc, je vais commencer. Je vais prendre le premier critère que je trouve que c'est le plus important. L'instabilité affective. En fait, quand on est borderline, on a une tendance à réagir à tout très fortement. C'est comme un peu si nos émotions prenaient en otage notre cerveau. Puis qu'il y a juste ça qui contrôle, puis on n'a plus le contrôle sur rien. C'est les émotions qui gèrent toute notre façon d'être. En fait, on est un peu comme... Mon psychiatre me donnait l'exemple des grands brûlés, ceux qui ont eu des brûlures sur tout le corps. Après les brûlures qu'ils ont eu sur tout le corps, chaque sensation est comme intense et très douloureuse parce que justement leur peau est à vif. C'est un peu la même chose pour moi, pour nous. Tout nous fait réagir. Tout apporte une grosse réaction. Des choses qu'une personne normale trouverait banales, pour nous, ça nous affecte énormément. Puis, dans le fond, quand on parle de l'instabilité affective, je vais vous donner un exemple pour moi. Ça veut pas dire que je suis toujours dépressive, là, non. C'est que, par exemple, si je suis heureuse, je vais être vraiment très heureuse. Puis je vais tellement être heureuse que ça va être comme un peu too much, là. Tu sais, je suis comme trop de bonne humeur, je deviens comme toute excitée, j'arrête pas de rire, de crier, de joie, c'est comme trop. Puis c'est la même chose pour l'agressivité. Moi, j'ai un problème d'agressivité. Si je me mets en colère, je deviens agressive, mais agressive comme très intense. Là. Agressive que ça fait peur. Ça fait peur. Puis, il y a aussi le côté tristesse quand je suis triste.
je suis comme pas un peu triste, je suis très très triste, je deviens triste, quasiment suicidaire. Puis ça, ce qui est difficile avec cette instabilité-là, c'est que les émotions, ils viennent, puis t'es pas capable de les contrôler, t'es pas capable de les... Comme une personne normale peut se dire non, non, je vais me calmer. Pour nous, c'est quasiment impossible de faire ça. Parce que les émotions sont tellement puissantes, sont tellement fortes qu'ils prennent le dessus. Le deuxième critère, c'est des efforts effrénés qui disent pour éviter un abandon, un rejet. Même si c'est un vrai rejet, un vrai abandon, ou si c'est quelque chose qu'on s'est imaginé. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours cette tendance-là à croire que tout le monde veut m'abandonner. Aussitôt qu'une personne me dit non, ou comme par exemple mon chum s'en va dormir chez son ami, puis il m'appelle pas pour me le dire, ben moi dans ma tête il m'abandonne. Il n'y a pas d'autre option. Dans ce moment-là, j'ai pas la capacité de me dire ben non, il est juste parti chez son ami, aller voir son ami. Non, dans ma tête, c'est il m'abandonne, il me laisse tomber, il veut plus de moi. Puis dans ces moments-là, on est prêt à tout faire pour pas vivre ça, à tout faire pour pas se faire abandonner, à tout faire pour pas se faire rejeter. Puis ça peut s'appliquer un peu aussi dans la vie sociale, dans la société. On a tellement peur tout le temps de se faire juger, de se faire rejeter par les gens, qu'on fait tout pour que les gens nous apprécient, pour que les gens nous aiment, puis qu'ils veulent rester près de nous. Donc, des fois, on est prêt à faire des choses que normalement on ferait pas. Normalement, on serait pas, ça serait pas quelque chose qu'on ferait dans la réalité normalement, mais pour faire en sorte qu'on soit aimé, pour faire en sorte qu'on soit pas abandonné, rejeté, on est prêt à faire ces choses-là. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, qui est quand même assez important aussi, c'est les relations interpersonnelles. Si vous êtes borderline ou si vous avez un proche, votre chum, votre blonde, qui a le trouble de personnalité limite, vous avez peut-être remarqué, la relation de couple est toujours intense, est toujours très difficile. C'est jamais comme ils disent en anglais, smooth sailing. C'est tout le temps des crises, de l'angoisse. C'est très fort. Puis ça peut être aussi dans le sens que la personne est très intense, ça va t'aimer tellement beaucoup que ça va faire peur. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'ils disent que c'est difficile d'être en relation avec un borderline, parce que justement, c'est ça. C'est extrêmement difficile parce que les borderlines ont beaucoup de difficultés avec les relations interpersonnelles. Moi, mon côté que j'ai le plus de difficultés, c'est avec les relations en relation de couple. Mais il y a aussi le côté en société, mettons au travail, avec des amis. On a beaucoup de la difficulté à avoir des relations avec d'autres personnes. On se sent comme un peu handicapé. On ne sait pas comment avoir une relation interpersonnelle. On ne sait pas vraiment comment être un bon ami. On ne sait pas vraiment comment... On n'a pas conscience... Je sais pas comment l'expliquer. On sait pas comment avoir une relation normale avec une personne, un individu. On est comme un peu handicapé là-dedans. Un autre point, c'est perturbation de l'identité.
pour ma part, ça se caractérise par le fait que toute ma vie, j'ai jamais vraiment su qui j'étais. On dirait qu'on cherche tout le temps à savoir qui on est vraiment. C'est quoi? Un bon exemple, c'est quand on me demande de me décrire, de décrire le type de personne que je suis, de décrire ma personnalité. J'ai beaucoup de difficultés à le faire parce que je sais pas vraiment. Maintenant, aujourd'hui, je le sais un peu plus, mais j'avais beaucoup de difficultés à dire, bon ben, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. J'avais toujours besoin de demander aux gens comment que je suis, comment tu me décrirais, parce que j'étais pas capable de le faire moi-même. Puis il y a beaucoup de personnes que la façon qui vont déterminer qui ils sont, c'est qu'ils vont adopter la personnalité, la façon d'être de certaines personnes dans leur entourage ou de certaines personnes qu'ils voient à la télé ou peu importe, comme si on prenait le rôle de quelqu'un, comme si on essayait de jouer un rôle parce qu'on n'est pas capable, on sait pas comment être nous-mêmes, on sait pas qui on est. Donc on est toujours en train de se questionner sur je suis qui, qu'est-ce que je suis dans la vie, moi, comment que je suis. On dirait que notre personnalité est toujours changeante. Mais il y a quand même quelques petits points qui sont là puis qui restent tout le temps. Un autre critère qui est quand même important, c'est l'impulsivité. Eux, ils disent l'impulsivité dans au moins 2 domaines autodestructeurs. Les domaines sont dans les dépenses, avoir une tendance à toujours dépenser de l'argent, à être incapable de garder de l'argent, il faut toujours que tu dépenses, il faut que tu fasses, par exemple, si tu vas au casino, si tu joues à des jeux de loterie, toutes ces choses-là. Ou aussi, si tu vas magasiner, t'es pas capable de t'empêcher de tout acheter, il faut que tu achètes plein de choses. Dans la sexualité, que tu vas être très impulsif dans la sexualité. Dans la toxicomanie, que ça soit la drogue ou l'alcool. Dans la conduite automobile, parce que tu vas adopter une conduite automobile dangereuse, comme par exemple ceux qui roulent à 160 km/h, des choses comme ça. Puis il va y avoir aussi les troubles alimentaires. Par exemple, tu peux être anorexique ou boulimique. Donc, pour ma part, à moi j'ai des problèmes avec la sexualité, la toxicomanie, plus précisément l'alcool. Puis les troubles alimentaires, j'ai eu de l'anorexie dans mon passé, puis de la boulimie. Moi, j'ai fait une thérapie pour ma dépendance affective avant d'être diagnostiquée trouble de personnalité limite. Je ne savais pas encore que j'avais ça, mais j'avais une dépendance au sexe. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, ben, il n'y a rien là, ça doit être le fun. » Non, parce que c'est pas une dépendance saine, c'est une dépendance destructrice. C'est un peu, j'ai jamais pris d'héroïne, mais je compare ça un peu à l'héroïnomane qui a tout le temps besoin de sa dose, puis qui est en manque, qui est prêt à tout faire pour avoir sa dose. C'est un peu la même chose avec le sexe. La toxicomanie, j'ai eu des problèmes de drogue, j'ai été capable de m'en sortir. J'ai de la difficulté avec l'alcool. Parce qu'en fait, en tant que borderline, quand on prend de l'alcool, on a beaucoup de difficulté à se contrôler. Il faut toujours aller au bout, il faut toujours aller dans l'exagération parce qu'on n'est pas capable de se contrôler, de faire ça de manière modérée, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est
c'est pour ce qui est de mes domaines d'instructeur. Une autre caractéristique importante, un autre critère, c'est d'avoir des comportements, gestes ou menaces suicidaires ou automutilation. Pour avoir ce critère-là, t'es pas obligé d'avoir fait une tentative de suicide. Si tu as des idées suicidaires, même sans les mettre en pratique, même sans essayer de faire une tentative, c'est considéré comme avoir un comportement suicidaire ou avoir des idées suicidaires. Pour ma part à moi, oui, j'ai eu des idées suicidaires pas mal toute ma vie. J'ai voulu faire des tentatives. Heureusement, j'ai eu des gens qui m'ont aidé à pas me rendre jusque-là, qui m'ont arrêté. Puis je les remercie. Le point qui est très difficile pour moi en ce moment, c'est l'automutilation. J'ai découvert ça il y a à peu près 1 an, 2 ans, je crois. Au début, je faisais juste mettre un couteau sur mon bras puis peser, mais pas jusqu'à temps que ça rentre dans la peau, pas jusqu'à temps que ça saigne. Je faisais juste peser fort pour que je le sente. Puis avec le temps, j'ai commencé à me couper jusqu'à temps que ça saigne. Puis je peux faire comme ça plusieurs coupures. En fait, l'automutilation, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on le fait, c'est parce qu'on est vraiment rendu à bout. Quand on le fait, c'est parce que la douleur est tellement puissante, elle fait tellement mal, que c'est comme notre dernier recours. Pour ma part à moi, je le fais surtout quand j'ai une tristesse immense ou quand j'ai une colère immense. Surtout ça. Parce que le fait de me couper, en fait, c'est ce qu'on appelle le déplacement de douleur. Là. C'est un principe psychologique. Quand tu as mal à un autre endroit, ton cerveau, ton système nerveux se concentre sur cet endroit-là que tu as mal. Donc, si tu avais mal émotionnellement, puis que tu as une blessure, ton cerveau va se concentrer sur la blessure qui est plus importante, donc tu arrêtes d'avoir mal. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. On le fait pour se soulager, on le fait pour se sentir mieux. Je dis pas que c'est correct de le faire. Moi-même, j'essaie de travailler là-dessus. C'est pas facile, mais bon. Avec le temps. Puis en fait, un autre critère qui est vraiment très présent, c'est le sentiment de vide chronique. Ça, c'est un peu dur à qualifier, c'est un peu dur à décrire parce qu'il faut vraiment le sentir. Moi, comment je le décrirais dans mon cas à moi, c'est que des fois, j'ai une boule dans le ventre. J'ai une boule, puis je me sens vide, je me sens comme s'il y avait pas de raison d'exister. Je me sens comme si j'étais en manque de quelque chose, mais je suis pas capable de dire quoi. Je suis pas capable de dire pourquoi. Puis ce sentiment-là, ce qui est un peu fucké, c'est que tu peux le sentir n'importe quand. Là. Ta journée peut très bien se passer, puis pouf, tout d'un coup de même, tu peux te sentir comme ça. Donc c'est assez difficile. Le dernier critère que j'aimerais parler, c'est les idées de persécution ou de symptômes dissociatifs en situation de stress. Par idée de persécution, ce qu'on entend, c'est... Bref, en gros, c'est de la paranoïa. Pour moi-même, ça se décrit par le fait que
je suis tout le temps en paranoïa, je suis tout le temps en train de me créer des scénarios dans ma tête. Je marche dans la rue, il y a une personne qui va me regarder directement dans les yeux, là. Je peux passer comme une demi-heure à penser à ça, puis à capoter, puis à me dire, ok, cette personne-là m'a regardé, elle m'a regardé d'une façon, là, c'est sûrement parce que j'ai fait quelque chose de pas correct. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ah, c'est sûr que cette personne-là m'aime pas. Puis ce qui est difficile, c'est justement dans les relations de couple, on est tout le temps en paranoïa. C'est pour ça qu'on a tendance à être jaloux, euh, puis faire des crises souvent parce que on s'imagine tout le temps que notre chum est en train de nous tromper ou qu'il nous aime pas. On a comme cette tendance-là à, je dirais, on essaie de penser pour les autres. On assume que les autres pensent une telle chose dans leur tête. Même si dans le fond, c'est peut-être pas la réalité, là. Puis, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'une fois qu'on commence à se faire un scénario, on a beaucoup de difficultés à arrêter. Parce que notre scénario, là, il va partir de la personne m'a regardé dans les yeux dans la rue, là. Puis à la fin, ça va finir tout le monde est contre moi, toute la planète Terre est contre moi. Il y a quelque chose que j'ai de pas normal. Puis on a tendance à toujours croire que tout le monde nous juge, tout le monde nous déteste, tout le monde nous en veut. Puis c'est un peu dangereux parce que c'est dans ces temps-là que tu peux tomber en crise puis devenir comme justement soit dépressif ou suicidaire ou agressif. Euh, Puis en fait, lié à ce critère-là, il y a aussi comme l'anxiété. L'anxiété, c'est comme une partie de notre quotidien. On angoisse pour tout, pour des petites choses qui ont aucune importance, mais on va angoisser là-dessus. Puis on va faire de l'anxiété là-dessus. Donc, je sais que cette vidéo-là était très longue. J'ai essayé que les autres soient moins longs. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour essayer de vous aider un peu plus. Donc, voilà. Merci.